Les gars, quand vous allez écouter ça, vous aurez des frissons. Parce que les terroristes viennent acheter des terres en Afrique. Avec l'argent du terrorisme. Avec les francs CFA qu'on leur a donné. Ils viennent acheter des motos. Ils viennent acheter du matériel pour fabriquer des bombes. Ils achètent même des consciences. Ils achètent des êtres humains qu'ils réduisent en esclavage à leur côté. Ils achètent des troupes, des recrues avec cet argent facile. Donc, mettre fin au CFA, c'est aussi couper l'une des mamelles de financement du terrorisme. Une mamelle facile. D'autant plus que le franc CFA n'est rien d'autre que l'argent des Africains capté à travers une monnaie néocoloniale pour être redistribué à des terroristes qui attaquent les Africains. De telle façon que le terrorisme en Afrique est entretenu par l'argent des Africains. Ce sont les Africains qui financent le terrorisme en échangeant leurs richesses en échange du CFA. Est-ce que les gens comprennent ce que je veux dire? Attendez que je cherche si j'ai des CFA ici. Je vois que j'en ai quelques-uns que je peux montrer en illustration. Je dois en avoir. Un instant, mes amis. Parce qu'il faut que les gens voient peut-être encore cette monnaie pour qu'ils comprennent le mal qu'elle peut nous faire. Cette monnaie, le mal qu'elle peut nous faire. Est-ce que j'en ai encore, ne serait-ce qu'un traître exemplaire dans mes affaires? Vous pouvez m'en donner là, il y en a sur la télé. S'il y a quelqu'un au salon, donnez-moi, il y a du CFA sur la télé. Donnez-moi quelques billets que je... Aujourd'hui là, c'est des démonstrations concrètes. Qui est là? Donnez-moi. Voilà, très bien, merci. Bon voilà, voici quelques billets de cette monnaie qui fait la honte du continent. Hop. Voilà. Voici quelques billets de cette monnaie qui fait la honte du continent africain. Une monnaie qui a été créée en 1945 par De Gaulle et avec laquelle ils se permettent de venir en Afrique recevoir en échange nos richesses. Bon. Cette monnaie est fabriquée par la Banque de France. Mais elle ne fonctionne pas, elle n'est pas acceptée en France. Vous ne pouvez pas la présenter en France pour avoir en échange de l'argent français. Non. Les restrictions sont telles que, même entre les zones ouest, occidentale du franc CFA et la zone d'Afrique centrale, vous ne pouvez pas directement passer. Par exemple, d'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest, avec le franc CFA d'Afrique centrale, vous avez des problèmes. Ça ne passe pas. Bon, par contre, ça, par exemple, là, c'est la version d'Afrique, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Où que vous soyez dans toute l'Afrique de l'Ouest, ça, vous pouvez obtenir l'équivalent d'une marchandise de 2000 francs CFA avec ça. Donc, avec ça, si on donne ça à un terroriste, il va aller au marché, il va pouvoir s'acheter de la viande, il va pouvoir s'acheter du pain, il va pouvoir s'acheter de la sardine, il va pouvoir s'acheter peut-être un demi-litre d'huile, bref. Il va pouvoir faire ses courses avec cette monnaie, le terroriste. N'est-ce pas? Mais en fait, cette monnaie, elle a de la valeur. Pourquoi? Parce que vous, nous, Africains, nous donnons en échange de nos richesses. Nous donnons en échange nous donnons nos richesses en échange de cette monnaie. On nous donne cette monnaie et nous donnons nos richesses. Par conséquent, celui qui fabrique cette monnaie, en fait, la seule dépense qu'il fait, c'est la dépense du papier, l'imprimerie, hein, l'encre, hein, comment on peut dire, tout ce qui permet en quelque sorte de préserver l'identité physique, hein, de rendre difficile l'imitation, la duplication de cette monnaie. Bon, voilà, il dépense là-dessus, d'accord? Mais pour tout le reste, la valeur de cette monnaie, imaginons que dans un bien comme celui-ci de 2000, il y a peut-être une dépense de fabrication de 200 ou 300 francs CFA. Imaginons comme ça à tout hasard. Mais le reste des 1700 qu'il y a dedans, et qui ne sont pas la dépense de fabrication ni de transport de cette monnaie, c'est votre richesse, c'est notre richesse en Afrique qui est représentée dedans. Donc voilà, des gars, ils sont assis à la Banque de France, ils fabriquent des billets de banque qui représentent nos richesses, c'est-à-dire notre or, notre huile, notre café, notre cacao. Les gars, il leur suffit de fabriquer beaucoup de ces trucs-là, et ils les ont. Mais dites-moi alors comment est-ce qu'on ne peut pas financer le terrorisme quand on possède une monnaie comme ça? Hein? Est-ce que c'est compliqué le financement du terrorisme? Quand
tu possèdes un bout de papier que tu accepteras toujours en échange de tes richesses. Stafroullah. Hey! Jésus, Marie, Joseph, comme diraient les chrétiens. Hein? Ouais. Ça, c'est la... Cette monnaie que vous voyez là, c'est la sorcellerie. Hein. Quand on parle de sorcellerie sur mon village, là, vous pensez que c'est compliqué, les gens doivent s'envoler sur des fils. Non! Ces gars qui ont fabriqué le CFA, c'est des sorciers. Gros grains. Des sorciers gros grains. Tu restes dans ta maison, tu fabriques un papier qui te donne le droit sur tout ce que possèdent 15 pays. Stafroullah. Ouf! Et puis quand dans ce pays, il y a des gens qui se lèvent pour dire non, c'est pas bien, etc. Tu finances des coups d'État, des rébellions, tu finances des terroristes qui les attaquent. Et tu payes les terroristes avec l'argent de ces pays. C'est-à-dire que les Africains financent les terroristes qui les tuent. Parce qu'en fait, c'est parce que nous acceptons ça en échange de nos richesses que les terroristes sont payés, nourris, logés, blanchis, véhiculés, armés. Vous comprenez? Oui, attendez, on va bloquer. Il y a un certain Mustapha qui dérange sur YouTube. On va donc le bloquer puisqu'il ne veut pas apprendre. Voilà, Mustapha. Ah, d'accord. Je l'envoie loin. Je l'envoie paître. Voilà, Mustapha. Allez voir au diable vos verres si j'y suis. Bon, non, je suis en pleine démonstration. Le défi économique, c'est que les pays de l'Alliance des États du Sahel et tous les pays africains doivent sortir de ce truc. Parce que c'est une arnaque. Ça, c'est du vol, hein. En langage simple. Si je veux expliquer ça à ma fille Emma, qui est au CP, je dis ça a été fabriqué pour voler les richesses des Africains. C'est la contrefaçon et de l'arnaque. CFA. Contrefaçon, arnaque. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas être assis chez vous, vous fabriquez un papier qui vous donne le pouvoir sur les richesses de 15 pays qui sont chez eux. Et qui n'ont aucun pouvoir sur vos richesses. Parce que vous dévaluez en plus le papier. En leur disant, attention, votre papier, il ne vaut pas notre papier. Votre papier vaut 650 fois moins que notre papier. 650 fois moins. C'est-à-dire que voilà, 1 euro est égal à 650 francs CFA. C'est-à-dire que pour que quelqu'un ait 1 euro, il faut vraiment qu'il soit dépouillé de 650 francs CFA. C'est-à-dire que le franc CFA, il vaut 650 fois moins que l'euro. Chez nous au Cameroun, on appelle ça le njo. Njo, c'est-à-dire le cadeau. C'est le njo. Alors donc, il y a un grand enjeu dans l'abolition de cette monnaie. Nous devons être la génération qui met fin au CFA. C'est notre responsabilité envers nos descendants. C'est notre responsabilité envers le monde libre. C'est notre responsabilité même envers nos ancêtres qui ont été colonisés, esclavagisés, qui n'ont pas eu le temps de se libérer, qui n'ont pas eu l'opportunité, comme nous, de se libérer. Mais en même temps, on nous attend au courbon. Et l'AES est en particulier dans une situation délicate parce que elle est entourée de pays de la CEDEAO, donc des pays qui sont restés esclaves du CFA. Ces pays, inévitablement, vont servir de base arrière pour saboter la nouvelle monnaie sahélienne. Un peu sur le modèle de ce qui fut fait pour faire tomber par tous les moyens possibles l'économie guinéenne sous Ahmed Sékou Touré. Vous vous en souvenez? Alors donc, c'est un très grand défi. Et alors, comment peut-on remonter ce défi? Vous savez, quand je vous parle des défis de l'AES, je veille toujours en tant que conseiller politique, en tant qu'analyste, en tant que fils de l'Afrique, à proposer mes modestes solutions. Il faut ouvrir incessamment une campagne de préparation de tous les acteurs économiques, de tous les acteurs sociaux à la transition monétaire. Il faut sortir le sujet monétaire de ce qu'il est encore dans plusieurs milieux un tabou. Il ne faut pas en parler de manière mystique, de manière mystérieuse, de manière magique, parce que ça contribue à alimenter les fantasmes et les peurs dans notre population. Il faut que les cartes soient posées sur table, que par anticipation les garanties soient données à tous les partenaires économiques fiables et sérieux, que la transition est maîtrisée et que la transition va se faire par des hommes et des femmes qui maîtrisent la chose économique. Donc je pense
qu'il faut une immense campagne de pédagogie citoyenne anticipée, de préparation psychologique, de préparation morale et même spirituelle à cette transition. Ça, c'est un. De deux, il faut d'ores et déjà engager la revendication des droits fondamentaux des peuples africains envers la Banque de France. Il y a cette fameuse question des avoirs. Il y a cette fameuse question de la dette. Il y a cette fameuse question des réserves de change. Tout cela doit être impérativement traité. Il y a cette fameuse question des bons du trésor. Tout ce qui relève des droits et des obligations que la Banque de France a envers les Africains doit déjà être débattu. Il faut ouvrir le débat. Il ne faut pas attendre. Je pense qu'il faut anticiper sur ces questions-là et poser clairement les revendications de l'Afrique. En sachant qu'en face, il y a des gens qui voudront ne rien faire du tout, qui voudront tourner la page du franc CFA d'une manière qui coûte trop cher aux Africains et qui leur fasse regretter de l'avoir quitté. Il faut s'y préparer. Enfin, dernière recommandation sur cette question économique, il nous faut continuer, que ce soit dans la zone de l'AOS ou partout, à stimuler l'économie, à stimuler la création d'entreprises. En effet, d'abord, la mutualisation de la sécurité, la popularisation de la sécurité donne du travail dans les secteurs de la défense et de la sécurité. La stratégie des chantiers populaires de développement endogène, tel Faso Mebo au Burkina Faso, doit être généralisée dans tous les pays africains, en général, sahéliens en particulier. Il faut mettre le peuple au travail. Il ne faut plus qu'on entende parler de chômage. Partout, le peuple doit être au travail. Il faut que les gens soient engagés, que les gens soient dans la pratique de leur libération. Comme le disait de façon très éclairée le président Thomas Sankara. Voilà, pour ma part, les recommandations. Mais nous attendons avec ferveur la transition monétaire. Et de toutes les façons, nous n'avons pas le choix. Nous devons être la génération qui rend à l'Afrique sa souveraineté monétaire. Voilà pour, eh bien, la question économique. Il y a la question politique. La question politique, c'est l'évolution de la confédération vers la fédération, c'est-à-dire l'intégration régionale. Je voudrais saluer les efforts faramineux qui ont été abattus par les trois dirigeants de l'Alliance des États du Sahel et leur gouvernement pour rapprocher les pratiques, pour créer une harmonie, une convergence à tous les niveaux. Il faut vraiment saluer le travail de tous les ministres qui se concertent en permanence, du Burkina, du Mali, du Niger, pour construire une politique commune sur plusieurs terrains. Il faut saluer cela. Et je voudrais ici, eh bien, excusez-moi, je change simplement pour mieux charger une machine. Il faut saluer ici l'abnégation avec laquelle, secteur par secteur, secteur de la justice, secteur de la diplomatie, secteur de l'économie, ces ministres travaillent ensemble. Secteur militaire, ces armées travaillent ensemble. Tous ont déjà une habitude de vie commune qui est un très grand espoir pour l'unité africaine. Il faut les saluer. Et il faut continuer ici à encourager l'institutionnalisation forte de la Confédération des États du Sahel. La Confédération des États du Sahel doit continuer à se doter d'institutions qui intègrent efficacement les institutions nationales et qu'elles soient opérationnelles. C'est une question de temps. Plus tôt les institutions de la Confédération seront opérationnelles, mieux celle-ci sera capable de répondre à des menaces d'échelle. C'est le grand défi politique, accélérer la constitution institutionnelle sans bâcler les choses. Je viens enfin à ce que j'appelle le grand défi diplomatique. Alors diplomatiquement, l'Alliance des États du Sahel est le cœur, en quelque sorte, de l'espoir des Africains aujourd'hui. Parce que c'est la seule alliance qui dit la vérité sur les rapports de force politique internationale. C'est la seule alliance qui énonce très clairement les exigences, les intérêts vitaux, la liberté de partenariat stratégique des Africains et qui revendique crânement le principe de souveraineté. Je donne un exemple. C'est l'attitude du Mali quand les États-Unis ont décidé de mettre à $10 000 la caution de demande de visa. Les Maliens leur ont opposé, à la manière d'ailleurs des Tchadiens, de Mahamat Idriss Déby Itno, que je salue, ils leur ont opposé juste l'expérience de la réciprocité. À partir de maintenant, tout citoyen américain qui veut venir chez nous sera soumis aux mêmes règles que celles que vous nous imposez. Alors qu'on pensait que cette décision allait surtout peser sur les Maliens qui veulent aller aux États-Unis, on s'est rapidement rendu compte que cette décision était une balle tirée dans son propre pied par le géant yankee. Pourquoi? Mais parce que justement,
C'est lui qui est à la recherche de son expansion sur les champs de pétrole, sur les champs d'or, sur les champs de manganèse, sur les champs de gaz. C'est lui qui est constamment à la recherche de nouveaux marchés. Comment va-t-il pouvoir faire des affaires avec nous si il rend difficile, eh bien, l'expatriation de ses concitoyens, l'expatriation de ces petites et moyennes entreprises. Ce sont eux qui sont capitalistes, c'est-à-dire qui veulent absolument aller partout où il y a des richesses. Et c'est encore eux qui rendent difficile l'accès à leur territoire. En fait, ils se tirent une balle dans le pied. Très rapidement, ils se sont rendus compte qu'eux, ils ont plus à perdre en compliquant la vie aux Maliens que les Maliens auraient à perdre en leur compliquant la vie. Ils ont levé, eh bien, la condition. Alors, donc, il faut que l'Alliance des États du Sahel monte en intégration diplomatique. C'est-à-dire que des positions comme celle-ci soient plus facilement systématiques de toute l'Alliance. Positions envers un certain nombre de puissances qui ne veulent pas respecter tel ou tel État de l'Alliance doivent beaucoup plus facilement déclencher des positions communes. Et cela donne à l'Alliance une robustesse diplomatique qui est déjà formidable. Et nous saluons les efforts de nos dirigeants. Nous savons qu'il n'est pas facile de mettre en pratique des pratiques différentes, des traditions, des administrations différentes et des habitudes différentes. C'est pas facile. Je salue le pouvoir, eh bien, de dynamiser, de bouger les hommes, les femmes, eh bien, des présidents Goïta, Traoré et Tiani. Par expérience, je sais que ce n'est pas facile. Mais la diplomatie de l'AES doit continuer à monter en puissance pour que la voix de l'AES tonne comme elle a tonné aux Nations Unies en septembre 2025, qu'elle tonne encore mieux dans les prochaines années. Il faut que sur tous les terrains diplomatiques, on observe une systématicité et une cohérence des positions. Tout cela rassure les peuples, rassure l'Afrique, rassure les amis de la future République fédérale, eh bien, des États-Unis d'Afrique. Eh bien, tout cela rassure. Le fait que la cohésion, eh bien, diplomatique de l'AES s'accélère. Mes chers amis, voilà les défis que je voulais souligner, mais je ne conclurai pas ce point sans avoir attiré l'attention de l'Alliance des États du Sahel sur les velléités de menaces qui ont été énoncées contre le Nigeria et dont j'ai donné une conférence dans la journée. On commettrait une erreur en pensant que c'est seulement la CEDEAO qui serait menacée par la boulimie pétrolière de Donald Trump. En effet, depuis quelques années, le grand milliardaire nigérian, eh bien, Dangote, est en train de développer une capacité de raffinage, de raffinerie, qui permet au Nigeria progressivement de devenir le maître de toute la filière de son pétrole. C'est-à-dire de produire la quasi-totalité des produits finis du pétrole sur place. Au fur et à mesure que l'investissement du milliardaire Dangote est en train de doter son pays de l'ensemble de la filière pétrole, et notamment de toutes les filières de valeur ajoutée, on observe une très grande nervosité des grandes puissances impérialistes occidentales qui étaient habituées à recevoir le brut exporté du Nigeria dans leurs raffineries dans le nord et en faire des produits finis qu'on revend aux Africains à prix d'or. La colère du président Donald Trump ne porte pas tant sur la protection des chrétiens que sur la perte du marché de la transformation du brut nigérian par les multinationales américaines. C'est parce que le Nigeria, entre autres à travers une initiative comme celle de Dangote, Aliko, est en train de sortir de la filière d'extraction et d'exportation du brut pour aller vers la filière d'extraction, de transformation et de distribution locale suffisante du brut à bas prix, ce qui est la condition d'un décollage économique réussi de la sous-région nigériane et ouest-africaine. Voilà pourquoi M. Trump monte sur ses grands chevaux. C'est un motif, en réalité, c'est de la pression commerciale. C'est de la pression commerciale et c'est exactement la même pression qu'il exerce sur le Venezuela, eh bien, de Nicolas Maduro. Ce n'est pas pour combattre les narcotrafiquants, c'est pour mettre la main sur la manne pétrolière vénézuélienne. Ce n'est pas pour protéger les malheureux chrétiens qui ne sont pas plus attaqués que les musulmans et que l'ensemble des Africains au Nigeria. Non, c'est pour mettre la main sur le formidable magot, eh bien, du pétrole nigérian. Le Nigeria, première puissance pétrolière au sud du Sahara. C'est ça le but. Or, une campagne militaire contre le Nigeria signifie la déstabilisation du Niger. Elle signifie la déstabilisation du Burkina Faso. Elle signifie la déstabilisation du Mali. Elle signifie la déstabilisation du Tchad. Tous les pays de la CEDEAO seront déstabilisés.
le Cameroun sera déstabilisé, toute l'Afrique centrale serait déstabilisée. Si 200 millions de Nigérians devaient prendre les routes en raison d'une guerre fratricide. Donc, la menace d'agression militaire qui pèse contre le Nigeria est en réalité une tentative de déflagration généralisée contre le continent africain. C'est la tentative de prolonger le vaste plan de déstabilisation de l'Afrique qui avait été commencé par la destruction, le saccage de la Libye en 2011, l'invasion du Sahel, la recolonisation militaire du Sahel par l'ONU et par les armées occidentales. Tout cela, si vous lisez les discours qui étaient tenus à l'époque, les armées occidentales prétendaient qu'elles viendraient sécuriser le golfe de Guinée parce qu'elles prévoyaient déjà dans toutes leurs déclarations officielles que les terroristes s'étendraient jusqu'au golfe de Guinée. Or, on a bien compris que les terroristes sont les pionniers des armées néocolonialistes et impérialistes occidentales, puisque les organisations terroristes ont été créées par les services occidentaux pour déstabiliser les pays dont ils veulent s'emparer des ressources naturelles. Voilà pourquoi, dans l'alliance des États du Sahel, tout comme en Afrique centrale, on aurait bien tort de regarder ce qui se passe au Nigeria, comme on a pris l'habitude, à cause de notre division mentale, à cause de notre aliénation mentale d'Africains, de regarder les déstabilisations qui se passent dans les pays voisins. Ça se passait jusqu'ici, pendant plusieurs années, en République démocratique du Congo. C'est descendu au Mozambique. C'est là que les Mozambicains ont compris ce qui arrive à la RD Congo. Ce qui se passait là. Maintenant, au Sahel, les menaces d'agression contre le Sahel, il y a des gens au Nigeria qui pensaient que ça n'arriverait jamais. Voilà que les États-Unis menacent d'agresser le Nigeria. Pourquoi? Parce que nous n'appliquons pas assez, partout sur le continent, la loi du tous pour un pour tous, le principe d'action-réaction et la loi de vibration. Là, il faut que l'Alliance des États du Sahel regarde sérieusement, très sérieusement, les menaces américaines contre le Nigeria, comme étant des menaces contre elles-mêmes. Parce que sous couvert de venir combattre les terroristes au Nigeria, on peut en profiter pour tirer sur le Niger. On peut en profiter pour tirer sur le Mali et sur le Burkina Faso. On peut en profiter pour tirer sur le Tchad. Donc ceux qui sont assis autour du Nigeria là et qui pensent que c'est seulement Tinubu qui a chaud, ils commettent une erreur de lecture géopolitique et géostratégique. Voilà pourquoi l'Alliance des États du Sahel, qui est aujourd'hui la gardienne de la doctrine panafricaniste révolutionnaire, doit être particulièrement attentive. Et c'est ma manière de participer à cette vigilance que d'en faire le troisième sujet de cette conférence panoramique. J'en profite pour renouveler mon soutien aux chefs de l'État du Mali, du Burkina Faso, du Niger, à leurs gouvernements qui se battent nuit et jour pour la sécurité, la prospérité, pour l'espérance de nos peuples au Sahel. Je salue tout particulièrement le gouvernement du Mali, le chef suprême de l'exécutif malien, le président de la transition, son Excellence, Monsieur le général d'armée Assimi Goïta et ses compagnons, dont le Premier ministre, général Dr Abdoulaye Maïga, pour le travail pugnace, teigneux, persévérant qu'ils font afin de faire échec à la stratégie de blocus énergétique que les terroristes, leurs maîtres néocolonialistes et impérialistes occidentaux, ont ourdi ces derniers temps contre le Mali. Je voudrais saluer tout particulièrement le grand peuple africain du Mali qui ne tombe pas dans le piège, car il s'agissait, à travers le blocus énergétique, de provoquer en réalité une révolte populaire contre le gouvernement du Mali. Aujourd'hui a été inaugurée une usine d'exploitation du lithium, un métal qui peut jouer un rôle essentiel dans l'autonomisation énergétique du Mali. Nous avons confiance dans le gouvernement du Mali. Le Mali va produire, soit par la voie des hydrocarbures, soit par la voie de toutes les énergies alternatives, il va produire son autonomie énergétique. La lumière brillera partout au Mali et il en sera désormais ainsi partout et toujours, par tous les moyens de la révolution industrielle et technologique. Le Mali, l'Afrique brillent. Je vous avais donc encore dit, je vous le redis et je vous le redis encore, ne doutez pas de la portée de cette église médiatique. Parce que nous allons tout faire pour toujours être au top, pour toujours être au top. Alors, je m'adresse donc à mes devanciers, je suis avec vous, et un peu de concu ne peut pas nous empêcher d'atteindre le trône. Alors ceux-là qui ne sont pas fiers, ou qui détestent même cette église médiatique, ils n'ont qu'à quitter ici, parce qu'on ne supplie pas. Les gens qui sont là venus s'abonner, ce n'est pas l'œuvre du hasard, c'est le taf
Et nous sommes ennemis de ceux-là qui veulent nous voir couler. Et ceux-là qui viennent de découvrir cette église médiatique pour la première fois, ils n'ont qu'à rester ici. Et si au fil du temps, ils sont pas fiers, ils n'ont qu'à quitter. Si on ne supplie personne, alors c'est vous qui voulez l'information, c'est vous qui voulez être dans bon plaisir d'information sur. On se dit à la prochaine donc, allumez la télé là-bas. Bisous là-bas les gars. Ciao.